On passe des années à apprendre l'anglais. On va même jusqu'à apprendre la littérature anglaise. On apprend le present continuous, le past continuous, le present perfect simple continuous. Je sais toujours pas ce que c'est. On voit toutes les prépositions du monde. 10 années d'études, on débarque dans un pays qui parle anglais. Excuse me, where is the Museum of Art? Sorry, mate, I don't understand nor speak your language. But if you're looking for public toilets, it's just over there. Thank you. Il y a un problème. Et dans cette vidéo, on va parler de l'apprentissage de l'anglais, mais surtout, je vais te montrer comment moi j'ai réussi à devenir bilingue, alors que, honnêtement, c'était pas gagné. C'est marrant quand on y pense. À la naissance, un bébé arrive à apprendre 3 à 4 langues en même temps. C'est d'ailleurs comme ça que tu as appris à parler français. Donc a priori, la méthode, la technique du bébé, elle fonctionne plutôt pas mal. Et par la suite, on passe 10 années à apprendre l'anglais par exemple, et on n'arrive pas à aligner 2 mots. Alors est-ce que ça veut dire que ce qu'on fait à l'école est totalement inutile et totalement faux ? Pas forcément. Je pense qu'il y a de très bonnes choses, mais il manque quelques éléments fondamentaux, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si on fait rapidement une petite comparaison entre la technique du bébé et ce qu'on fait à l'école. Le bébé, comment est-ce qu'il apprend une langue ? Eh bien, il entend simplement des sons, et il essaye de reproduire ces sons pour des choses dont il a vraiment besoin. Papa, maman, manger, etc. Et donc à l'âge de 4 ans, il ne sait ni lire ni écrire, mais par contre, il arrive plus ou moins à parler parfaitement une langue. À l'école, on nous apprend surtout du vocabulaire, c'est très visuel, et ensuite on nous donne plein de règles de grammaire afin de comprendre comment la langue fonctionne et comment l'utiliser. Le résultat, le bébé, lui, il est dans un nouveau monde, il est dans un contexte et tous les jours, il essaye de reproduire les sons qu'il entend pour sa propre survie. À l'école, on est assis sur un banc dans une salle fermée et on nous demande d'apprendre une langue dont souvent on ne voit même pas encore l'intérêt. On nous demande parfois d'apprendre des mots de vocabulaire que même en français on n'utilise pas. Et pour rendre le tout encore plus sexy, on nous donne des dizaines de règles de grammaire avec des noms encore plus farfelus les uns des autres. Il n'y a aucun contexte. S'il n'y a aucun contexte, tu ne retiens rien du tout. Et surtout avec l'anglais, si tu te concentres trop sur l'écriture, eh bien tu vas parler anglais avec un accent français tellement fort que quand tu vas parler avec un anglophone, il ne va rien comprendre. Et avant de te donner les outils et les techniques pour progresser en anglais, je veux te parler un peu de mon expérience personnelle. Je veux t'en parler parce que tu le verras, c'était pas gagné. Je pourrais être là à simplement te dire que j'ai toujours eu beaucoup de facilité dans les langues et c'est pour ça que je peux te donner plein de techniques parce que je suis très bon là-dedans. Mais c'est pas du tout le cas. J'ai toujours été extrêmement mauvais dans les langues et au lycée, j'ai passé l'anglais et l'allemand avec une moyenne tout juste suffisante. Ce qui fait que quand je suis arrivé à l'université, mon niveau était vraiment nul. J'arrivais à lire, mais mon vocabulaire était pas très grand parce que j'étudiais uniquement pour les interros et j'oubliais absolument tout ce que j'apprenais. Ma compréhension orale, c'était une catastrophe. Dès qu'un anglophone parlait, je n'arrivais pas à discerner les mots, je ne comprenais rien du tout. Et parler, c'était encore plus catastrophique parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. En classe, je ne parlais pas à part quand j'étais obligé de le faire parce qu'il y avait un oral. Donc j'avais littéralement aucune expérience. Pour la petite anecdote, je me rappelle pendant un cours à l'Uni justement, le prof avait passé un tout petit documentaire en anglais et je me rappelle très bien être assis devant ce documentaire et m'être dit mais comment ça se fait que j'ai passé plus ou moins 10 ans à apprendre l'anglais et je ne comprends rien à ce foutu documentaire. Et là, tu commences à avoir des regrets parce que tu es en bachelor à l'université et tu te dis si j'aimerais partir en échange en troisième, eh bien il me faudra un test de langue, le TOEFL ou un GMAT. À l'époque, moi je voulais travailler en finance, le meilleur endroit où travailler en finance, c'est Londres. Je savais aussi qu'au master, les cours seraient en anglais et que si je voulais accéder à certains masters, eh bien, il y aurait des examens d'anglais. Enfin bref, à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, j'ai raté ma vie. Et pourtant, during my third year bachelor, my English was very poor. I was very ashamed of speaking English. 3 years later, I completed my master's degree entirely in English, and I have also written my master's thesis in English. I still have a French accent, but that does not prevent native English speakers to understand me when I speak. Today, I can read books in English, watch movies in English without using subtitles. I am not ashamed anymore. I now really enjoy speaking English. Now, I am going to show you how I managed to do it. Alors, commençons tout d'abord avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce que tu as déjà appris en anglais n'est pas inutile. Tu as certaines bases, tu as un peu de vocabulaire, tu as déjà de quoi commencer. Et crois-moi, finalement, on n'a rien à envier au bébé. Le bébé, il essaie juste de s'en sortir. Nous, on est quand même un peu plus intelligents et je pense qu'on peut faire mieux que le bébé. Voici ma petite théorie concernant les langues qui s'applique d'ailleurs à toutes les langues. Imagine que parler anglais, c'est la même chose que savoir nager. T'es au bord de la piscine, et là, on t'apprend les techniques de natation. Les techniques de natation, eh bien, c'est de la grammaire, c'est le vocabulaire. Et ça, c'est pas si bête, parce que ça te donne des raccourcis. Ça te permet de savoir comment fonctionne la langue, ça te permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Mais imagine maintenant qu'on nous apprend pendant 10 années les techniques de nage sans jamais se mouiller. 10 ans plus tard, on te jette à l'eau. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas couler parce que tu n'as jamais mis en pratique ce qu'on t'a appris. Tu dois impérativement te baigner régulièrement. Tu dois pratiquer ce que tu as appris de manière
manière régulière. 95% d'entre nous, on fait exactement l'inverse. On apprend la langue, on ne parle jamais, on ne pratique jamais. Et évidemment, le moment venu, quand on doit parler anglais, eh bien, on est totalement déstabilisé. Pourquoi 95%? Parce qu'il y a le 5% restant qui s'en sort. Les 5% restants, ce sont les gens, par exemple, qui sont partis une année en échange durant le lycée, dans une classe américaine, par exemple. Tous mes amis qui ont fait ça sont revenus parfaitement bilingues. Ou alors le 5% des gens qui participent tout le temps en classe. Et tout ça, c'est dommage parce que le combo théorie et pratique est extrêmement puissant, encore plus puissant que la technique du bébé. Tu t'en doutes, mon premier conseil, c'est de partir. Pars dans un pays anglophone. Tu as étudié plusieurs années l'anglais, tu as assez fait de théorie. Ça ne sert à rien de rester confortablement chez toi à apprendre encore plus de vocabulaire. Tu ne peux pas éviter le jour où tu vas enfin devoir parler. Dis-toi qu'en anglais, avec 300 mots, tu peux comprendre 65% des écrits. Et à l'oral, c'est encore moins. Donc tu connais assez de l'anglais pour pratiquer et partir à l'étranger. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Si par hasard tu regardes cette vidéo et que tu es encore au lycée, fais tout ton possible pour partir une année en échange. C'est selon moi le meilleur moyen pour revenir bilingue. 100% de mes amis qui ont fait ça, qu'ils aient été aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne, sont tous revenus parfaitement bilingues. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas vivre avec une famille par exemple américaine. Dans ta classe, il y aura que des étudiants américains et ça c'est parfait, tu vas complètement oublier le français. Une autre possibilité, c'est de faire un stage pendant tes vacances ou après ton lycée ou après ton bachelor dans un pays qui parle anglais. Alors ça peut faire un peu peur parce que moi personnellement je voulais travailler dans la finance, donc pour moi le rêve aurait été de trouver un stage à Londres dans une banque. Mais évidemment avec le niveau d'anglais que j'avais, j'ai même pas osé postuler. C'est peut-être une erreur, mais je me suis dit non, ils vont pas engager quelqu'un qui n'arrive pas à aligner 3 mots d'anglais. Et donc j'ai commencé à m'ouvrir à toutes les possibilités de stages que je pourrais faire à l'étranger. Et là, j'ai trouvé une offre de stage en Afrique du Sud dans l'industrie du vin. Est-ce que l'Afrique du Sud ou l'industrie du vin m'intéressait? Pas du tout. Et d'ailleurs, mes collègues parlaient plutôt Afrikaans, mais c'est pas grave, moi je devais leur parler anglais et eux me répondaient en anglais. C'est peut-être moins fun et glorieux que de faire un stage dans une banque d'investissement à Londres avec un accent anglais parfait, mais en revenant d'Afrique du Sud, j'avais un niveau anglais suffisant pour avoir un très bon score au GMAT et être accepté dans le master de mes rêves. Donc l'important c'est de parler, c'est de pratiquer, même si c'est pas le scénario parfait, vas-y quand même parce que tu vas revenir totalement changé. Si tu es à l'université, tu peux bien entendu partir en échange durant ton bachelor. Petite mise en garde cependant, c'est beaucoup moins puissant que de partir durant une année de lycée. Pourquoi? Parce que quand tu fais un Erasmus par exemple, eh bien, il y a énormément d'autres Français qui partent aussi. Et donc souvent, les Français restent entre Français et quand tu reviens, tu n'as absolument rien appris. Alors c'est quand même mieux que rien parce qu'il y a d'autres étudiants internationaux et souvent tu vas parler anglais avec eux. Donc à choisir, je n'hésiterai pas, mais sois juste prudent à ce niveau-là. Et une dernière petite chose en parlant de partir et de parler anglais, souvent au début, on n'ose pas parler anglais parce qu'on est très gêné. On sait qu'on a un gros accent, on ne sait pas du tout comment on se débrouille et on préfère ne pas parler. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon Erasmus à Berlin pendant ma 3e année de bachelor, j'avais un cours en anglais. Et à un moment donné, on devait lire à haute voix un passage d'un texte académique. Et je me rappelle, quand c'était mon tour de lire, tous les étudiants devaient se retenir de rire. Pourquoi? Parce que je parlais avec un gros accent français. Et honnêtement, c'était vraiment pas une sensation agréable. Mais pose-toi toujours une petite question. Est-ce que tu préfères passer par là, être ridicule, mais dans 2-3 ans, tu auras énormément progressé en anglais et là tu auras la classe, ou tu préfères rester introverti, ne jamais parler, et à 50 ans, tu n'auras pas du tout progressé en anglais, parce que je pense que là, tu seras vraiment ridicule. Si malheureusement tu ne peux pas partir, eh bien on va aborder maintenant d'autres conseils. Le deuxième conseil que je peux te donner, désolé si tu pensais éviter ça, ça ne sera pas possible, c'est de pratiquer. Malheureusement, tu ne peux pas y échapper, c'est la chose la plus importante que tu dois faire maintenant, c'est de pratiquer, c'est de parler. N'oublie pas, le bébé apprend une langue parce qu'il est dans un monde, il est dans un contexte, il n'apprend pas une langue dans un livre. Alors là, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire sans partir? Si tu as un membre de ta famille, par exemple, qui parle anglais, n'hésite pas à lui demander si c'est possible de parler un peu anglais avec lui de temps en temps. Pareil, si tu as un ami qui parle un peu mieux anglais que toi, demande-lui si c'est possible de parler même 10 minutes en anglais avec lui. Tu peux aussi faire des tandems. Des tandems, c'est quoi? C'est une personne qui aimerait apprendre par exemple le français et toi qui aimerais apprendre l'anglais et vous faites une session d'1 heure. Donc pendant 30 minutes, toi tu vas parler français et pendant 30 minutes, vous allez parler anglais. Renseigne-toi, il y a plein de tandems que tu peux faire directement à ton université. Et une dernière chose que tu peux faire, c'est simplement de trouver un prof en ligne. Et c'est justement l'occasion pour moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Cambly. Cambly, c'est quoi? Cambly, c'est une plateforme qui te permet de trouver des profs en ligne dans l'anglais et leur langue maternelle. Et pourquoi j'ai accepté de collaborer avec eux? Premièrement, comme je t'ai déjà expliqué dans la vidéo, je pense que pratiquer, c'est la chose la plus importante pour progresser en anglais. Personnellement, le gros regret que j'ai avec l'anglais, c'est de ne pas avoir osé pratiquer un petit peu plus tôt. Si j'avais trouvé une personne avec qui parler même une seule fois par semaine durant quelques mois, je pense que ça m'aurait permis de débloquer énormément de choses. Ensuite, ils ont un service, un produit de qualité. Ils ont d'excellents reviews, je crois qu'ils arrivent maintenant à plus de 10 millions d'utilisateurs. Et un dernier gros avantage de Cambly, c'est qu'ils sont spécialisés uniquement sur l'anglais. Tu peux pas apprendre d'autres langues avec eux. Et ça leur permet d'avoir une offre ultra large avec des filtres. Donc tu peux sélectionner par exemple quel accent tu aimerais. Est-ce que tu aimerais un prof qui a un accent
américain ou anglais. Ensuite, tu peux sélectionner selon ton niveau actuel d'anglais. Et surtout, ce qui est super pratique quand tu es étudiant, tu peux sélectionner des thèmes. Donc par exemple, si tu as HEC, peut-être que tu vas sélectionner Business English. Si tu prépares un échange, eh bien, tu peux sélectionner TOEFL ou GMAT. Tu peux même sélectionner un prof qui va t'aider pour ton entretien d'embauche. Très honnêtement, moi, ça m'a fait du bien d'utiliser leur plateforme. Pourquoi ? Parce que depuis la fin de mes études, je ne parle plus trop anglais, j'ai plus trop l'occasion de parler, et c'est vrai qu'avec le temps, on oublie un peu les sons, on a un peu plus de peine à parler anglais, et là, ça m'a permis d'entraîner un peu à nouveau mon accent et mon anglais. Et puis, il faut le dire, il y a un côté social et fun. Moi, perso, je travaille depuis mon bureau, j'ai un travail qui est quand même très solitaire. Honnêtement, parler par exemple une fois par semaine à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, ça fait du bien, c'est un moment de détente, et puis en plus de ça, c'est utile puisque tu améliores ton anglais. Donc, Cambly fonctionne par abonnement, donc tu sélectionnes par exemple le nombre de fois que tu aimerais t'entraîner par semaine et la durée de la session. Je pense que c'est quelque chose à faire parce que souvent, on ne parle pas anglais parce qu'on a un blocage. Moi, perso, si j'avais fait même quelques sessions avec un prof comme ça en anglais, je pense qu'ensuite j'aurais été plus à l'aise de parler en classe en anglais parce que je me serais entraîné avec quelqu'un dont la langue maternelle est l'anglais. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette vidéo, avec le code KaizenLane, tu peux avoir 15 minutes gratuites de cours. Sans aucun engagement, donc tu peux vraiment essayer la plateforme pendant 15 minutes. Et en plus de ça, si ça t'a plu, eh bien tu pourras avoir 50% de réduction sur un abonnement de 12 mois. Encore une fois, aucun engagement, à toi de tester et de voir si ça te plaît. Je te mettrai toutes les informations dans la description. On va voir maintenant quelques techniques, quelques outils qui m'ont aidé aussi à progresser en anglais. Premièrement, c'est hyper important de te concentrer sur les sons. Rappelle-toi, le bébé apprend une langue uniquement en se concentrant sur les sons, les bruits qu'il entend. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je ne comprenais rien à l'anglais et que quand je parlais avec un accent français hyper fort parce que j'avais toujours appris l'anglais visuellement. J'avais fait un petit peu de phonétique à l'école, mais j'avais appris l'anglais avec les mots. Donc en fait, je parlais anglais avec les sons français. Une langue, avant tout, ce sont de nouveaux sons. Si on n'apprend pas ces sons, on ne parle pas vraiment la langue. Tu peux garder un petit accent français, mais si ton accent français est trop fort parce que tu utilises que des sons français, le problème c'est qu'en face, la personne ne va pas te comprendre. Et ça, c'est un peu la difficulté de l'anglais par rapport à d'autres langues, comme par exemple l'allemand, c'est que c'est assez facile à lire l'anglais, mais par contre, parler, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut apprendre ou réapprendre la phonétique, les sons. Alors au début, on va être clair, c'est pas évident, parce que c'est pas naturel. C'est comme un anglais qui aimerait prononcer le mot révolution, il doit apprendre le son R, le son français R, sinon il va dire révolution. Et c'est exactement la même chose pour un francophone. On doit apprendre les différents sons anglais, même si ça paraît pas naturel, et ensuite on pourra parler avec un meilleur accent. Alors je vais pas rentrer trop en détail dans la phonétique parce que je suis pas prof d'anglais, il y a des gens bien plus compétents que moi pour t'apprendre ça. Je te mettrai d'ailleurs plein de ressources dans la description de la vidéo. Mais pour faire très simple, moi j'avais reproduit sur une feuille le tableau des consonnes et le tableau des voyelles. Pour chaque consonne et chaque voyelle, tu as un signe un peu bizarre, qui représente un son. Et les tableaux vont te montrer comment positionner ta langue et ta bouche pour prononcer ce son de manière correcte. Donc si tu prends par exemple ton tableau des consonnes, tu verras les consonnes c'est ce qu'il y a de plus facile, la plupart sont très similaires au français. Tu as par exemple ce son qui est souvent utilisé quand on voit TH, et donc tu sais que ce son c'est pas this, mais c'est this. Et ça, tu as des profs qui vont t'expliquer comment placer ta langue, tu dois mettre la langue un peu en avant et la retirer, afin de bien prononcer le mot this et pas this. Le tableau des voyelles, là c'est plus complexe, mais c'est ça qui fait qu'on a souvent un gros accent français. Ce signe-là, par exemple, représente le A de father, et comme tu peux le voir, pour prononcer ce son, il faut que la langue soit à l'arrière et la bouche ouverte. Et donc tu vas pas dire father, mais plutôt father. Tu as par exemple ce signe qui représente le OU dans par exemple food. Et pour prononcer ce son, tu dois mettre ta langue en arrière et la bouche plus ou moins fermée. Food, et pas food, mais food. Ouh. Chaque fois que tu peines un peu avec un son, fais une recherche sur YouTube de la phonétique et tu auras des profs d'anglais qui vont t'expliquer exactement comment prononcer correctement le son. Du moment que tu maîtrises ces différents sons, ensuite, dès que tu apprends un nouveau mot de vocabulaire, eh bien, dessous, tu notes la phonétique. Si tu n'es pas sûr de la phonétique, tu peux simplement aller sur un dictionnaire comme Ponce et puis là, tu as la phonétique à côté de chaque mot. Et donc maintenant, chaque fois que tu as une flashcard, au lieu de simplement voir le mot père, father, tu vas plutôt te concentrer sur la phonétique. Père à father. Et là, déjà, ton niveau d'anglais a drastiquement augmenté. L'étape suivante, c'est d'intégrer ces différents mots dans une phrase. Et là, on va être clair, c'est la chose la plus complexe en anglais. Moi-même, je galère encore beaucoup parce que chaque phrase en anglais est différente et chaque phrase est chantée de manière un peu différente. Et pour arriver à parler exactement comme un anglais, eh bien, il faut juste de l'entraînement. Il y a un excellent exercice que tu peux faire. Tu prends une phrase en anglais. Tu peux d'ailleurs directement trouver des phrases sur le dictionnaire Ponce. Là, il y aura la phonétique plus la prononciation. Tu notes ta phrase en anglais, tu notes la phonétique et tu demandes à quelqu'un qui parle bien anglais de lire cette phrase. Et tu enregistres cette phrase. Et toi, ensuite, tu t'enregistres et tu essaies
essaye de parler avec la bonne phonétique et avec la bonne mélodie. Ça, c'est un exercice super puissant. Tu as la phrase par exemple « Peter's in the team ». En anglais, tu vas pas dire juste « Peter's in the team ». Parce que là, à nouveau, tu parles avec une mélodie française. Un anglais va plutôt dire « Peter's in the team ». Et ça, tu peux le maîtriser uniquement en répétant plein de fois. Un deuxième exercice que tu peux faire, c'est l'écriture. Je pense que c'est l'exercice le plus utile qu'on faisait à l'école. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, là, tu mets en pratique. C'est beaucoup plus facile de retenir un mot quand il est dans un contexte. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, les experts de la mémorisation utilisent ce qu'ils appellent les palais de la mémoire. Pour retenir énormément de mots, ils s'imaginent un espace 3D virtuel où ils vont intégrer chaque mot. Pourquoi? Parce que le cerveau est fait de plein de connexions et si tu apprends un mot sans aucune connexion, sans aucun contexte, tu vas l'oublier. Donc par exemple, si toi tu essayes d'apprendre le mot scoff at, eh bien tu vas par exemple sur Ponce, tu regardes la définition, mais surtout tu vas noter une phrase avec ce mot et ensuite tu vas t'imaginer un peu cette phrase dans ta tête. Tu verras, ce sera beaucoup plus facile à retenir. En parlant de flashcards, évidemment, tu as l'application Anki, je t'en ai déjà souvent parlé. Ça prend aussi en compte la répétition espacée. Si tu as une liseuse électronique comme Kindle, chaque fois que tu as un mot que tu connais pas, tu peux directement l'ajouter à tes flashcards directement disponibles sur le Kindle. D'autres choses à faire, très facile en anglais parce qu'il y a un contenu fou, c'est regarder des films, des séries, des documentaires en anglais. Ce que tu peux faire là par contre, c'est de ne pas mettre les sous-titres. Quand on met les sous-titres, souvent on est trop concentré sur l'écriture. Quand t'as pas de sous-titres, tu es obligé de te concentrer pour discerner ce qui se dit et tu verras, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Et puis un dernier exercice que tu peux faire, c'est prendre un petit moment pour réfléchir à pourquoi tu as envie d'apprendre l'anglais. Souvent à l'école, au lycée, ou parfois même encore à l'université, on comprend pas vraiment pourquoi on apprend l'anglais. Prends un peu de temps pour faire une liaison entre ta passion, ton hobby, ton futur métier et l'utilisation de l'anglais. Et tu verras que souvent, l'anglais aura un impact très important. Pour moi, c'était facile parce que je voulais travailler dans la finance. La langue de la finance, c'est l'anglais. Si toi, ton rêve, c'est de devenir footballeur professionnel, eh bien, le football aujourd'hui, c'est international, ce sera sûrement très utile. Et tu peux même pousser le concept super loin. Même si tu veux devenir boulanger, je suis convaincu que maîtriser l'anglais, ça peut être très utile pour comprendre des recettes internationales et avoir de nouvelles recettes de pain qui te permettront de te différencier par rapport aux autres boulangeries. Donc voilà, pose-toi et réfléchis à pourquoi tu as envie d'apprendre l'anglais. Et surtout, n'oublions pas, progress isn't made with a big revolution, but with small changes. Goodbye.